Bonjour. Alors, je vais répondre à une question qui m'a été posée dans le groupe School. Je rappelle que le lien vers le groupe School est en description de cette vidéo. Alors, la question était la suivante. Bonjour Thierry. Au sujet de Vitech, le marché ne sanctionne pas le ROIC gap sous le WACC et la dilution cumulative de 35% plutôt que le risque de l'IA. C'est la question qu'il me pose. Donc, selon lui, enfin, c'est la question qu'il me pose, c'est à moi qu'il demande, est-ce que ce n'est pas plutôt le fait que le ROIC soit inférieur ici au coût du capital? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait à ce que le prix de l'action soit, voilà, soit à peu près chahuté, ou soit extrêmement volatile en bourse en date d'aujourd'hui? Quand je dis le prix de l'action, ça ressemble plutôt à ça, hein. Quand on regarde ça, ça c'est Vitech en orange. Donc, si je Vitech ici, non, si je prends ça, ça c'est Vitech. Quand on prend à peu près sur un an, on a à peu près moins, je pense qu'on affiche à peu près moins 60%, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, moins 60% pour Vitech, moins 45% ici pour Constellation Software sur une période sur les 12, enfin sur les 52 dernières semaines. Alors, donc, l'action est plutôt chahutée en bourse. Maintenant, il me demande, est-ce que ce n'est pas parce que le coût du capital est supérieur ici au rendement ici des capitaux investis? Donc, techniquement, ça veut dire que l'entreprise détruit de la valeur. Est-ce que ce n'est pas ça que le marché est en train de sanctionner? Donc, on va s'arrêter là quelques secondes. Premièrement, je ne sais pas ce que le marché pense. Pour te dire la vérité, je ne sais rien du tout. Ce qui m'intéresse ici, c'est généralement est-ce que le business en lui-même se comporte bien. OK? Donc, je ne sais pas à quoi pense le marché. Peut-être que c'est la guerre en Iran, ou je ne sais pas. D'accord? Mais il y a de fortes chances que ce soit également en lien avec le narratif selon lequel l'IA va nous tuer. Point. OK? Ça, c'est mon avis. Maintenant, tu as soulevé une question, les concepts que tu as mentionnés tantôt sont également importants. Tu as parlé du ROIC, tu as parlé ici du WACC, et tu as également parlé de la dilution. Quand on parle de dilution ici, c'est le fait d'émettre de nouvelles actions ici. D'accord? Donc, on a plutôt une augmentation ici du nombre d'actions. Mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a une augmentation du nombre d'actions. L'entreprise que tu as face à toi, et ça c'est pour ceux qui savent pas ce que l'entreprise fait, faites simple, hein. Prenez le prompt qui est en description ici, d'accord, celui-ci, la checklist, d'accord, vous la collez, vous mettez le nom Vitech ici et vous direz à peu près qu'est-ce que l'entreprise fait, etc. Donc, je vous laisse aller faire ça, d'accord? Je pense qu'on a déjà fait une vidéo sur Vitech précédemment, je vous encourage à aller la regarder. C'est une excellente entreprise qui mérite une place dans n'importe quelle watchlist. Donc, je vais m'attarder un tout petit peu sur la dilution. La dilution en tant que telle n'est pas un problème si le bénéfice par action augmente. C'est un peu comme Air Liquide. C'est de la dilution. Les actions gratuites, c'est de la dilution. OK? C'est de la dilution. C'est de la dilution. Donc, ici, la raison pour laquelle ça ne se voit pas, c'est parce que les bénéfices nets augmentent année après année. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait de la dilution ici, parce surtout que c'est un business qui a besoin de le faire pour faire des acquisitions. Donc elle se sert généralement ici de cet argent-là comme monnaie d'échange. Ça peut également être dû au SBC, s'il y en a. Je laissez-moi aller vérifier ça ici quelques secondes. Bim, badaboum. Il paraît qu'il n'y en a pas. Il paraît, parce que je rappelle ici que ça, c'est un agrégateur. D'accord? Le document de vérité, c'est toujours le rapport annuel, d'accord? Ou bien un rapport financier. C'est là-bas qu'il faut avoir confiance à 100% des informations que vous voyez, en tout cas au niveau des chiffres. OK? Vous dire que non, ce sont les bons chiffres selon le management, selon l'entreprise. OK. Donc, la dilution ne me dérange pas si le bénéfice net par action augmente. Regarde ceci. Ça, c'est le bénéfice par action qui augmente. Et quand je parle de bénéfice par action, je parle même de free cash flow de manière générale. Ça, c'est l'augmentation. Comme tu peux le voir ici, c'est une courbe en escalier. Comme on aime bien, enfin, c'est une courbe en escalier. On aime voir ce genre de courbe-là. Et tu vas voir ici, pendant ce temps, l'émission de nouvelles actions ressemble plutôt à ceci. OK? Moi, j'aime bien aller calculer, si je prends ça, je mets à peu près pourcentage, je vais regarder ça, forme pic, donnez-moi juste un instant, changement année après année. Je vais prendre à peu près une médiane. Non, c'est même la moyenne que je devrais prendre ici. Je suis en train de bricoler quelque chose, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ici, je cherche la croissance en termes de pourcentage. Alors, où est-ce que je vois cette information-là? Croissance en termes de pourcentage. En fait, le principe était simple. Ce que je voulais vous montrer, c'est que l'entreprise
on pourrait aller voir, on pourrait comparer ici la croissance du nombre d'actions par rapport à la croissance du bénéfice par action. D'accord? Je vais prendre ici, ça doit être D. Alors, on va regarder ça. D, dilute share, before, OK. Comment, ouais, le CAGR qu'on a ici, excusez-moi, je le fais en live, donc je n'ai pas le choix que de chercher l'information également ici. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Vous pouvez le faire également de tête. Vous prenez on va faire ceci. On va juste mettre toute cette période comme ça. On va enlever ici. On le met as report. Parfait. Donc, je prends la base d'actions installée. Disons sur un an. Disons sur les 20 dernières années. La base d'actions installée, je pense qu'on avait à peu près 18 millions. Aujourd'hui, on en a 39. Donc, sur 20 ans, ça fait 39 divisé par 18. OK? Sur une vingtaine d'années, on met exposant entre parenthèses 1 divisé par 20. OK? Ça donne à peu près une croissance moyenne du nombre d'actions de 4% par an sur les 20 dernières années. Maintenant, prenons les bénéfices nets. Sur disons les 20 dernières années, on a à peu près, sur les 20 dernières années ici, donc avec 2025, on va prendre ça, voilà, on a à peu près 0,28. Je vais appeler ça 0,28 $, mais ce n'est pas en dollars qu'elle publie, ne vous inquiétez pas, attention, si vous m'entendez parler de dollars, c'est en monnaie suédoise. Donc, elle avait 0,28 au début, il y a 20 ans, donc on prend 11,95 qu'on a en date d'aujourd'hui, divisé par 0,28, ce qu'on avait il y a 20 ans. Ça fait 42, on a 42 fois le montant d'il y a 20 ans. Et on fait exposant, toujours le même calcul comme tout à l'heure, entre parenthèses, 1 divisé par 20. On a une croissance moyenne des bénéfices de l'ordre de combien? 20%. Donc, la base d'actions a augmenté de 4%, mais le bénéfice par action a cru à une croissance moyenne ici de 20% par an. Qui va se plaindre? Pas grand monde. Donc, le bénéfice par action augmente plus vite que le nombre d'actions en pourcentage. Donc déjà, tu vois, quand le nombre d'actions augmente, etc., il faut regarder le tableau dans son ensemble. Le pourquoi également derrière est important. Le pourquoi est important, pourquoi... Enfin, le pourquoi est important, pourquoi... Bon, je suis camerounais, donc laissez-moi vous dire que parfois vous allez m'entendre parler d'une certaine façon. Et donc, pour revenir ici, là, il faut toujours se poser la question pourquoi. Quand on regarde la croissance, il ne faut pas juste se dire « Ah, si c'est de la croissance, c'est bien ». Non. Pourquoi est-ce qu'on a de la croissance? Est-ce que c'est durable? OK? Donc, ce qu'on a ici, vous pouvez voir le nombre, c'est ce qu'on a dépensé en moyenne pour les acquisitions. Près de 717 millions. Enfin, si on prend cumulé, ça donne combien? En cumulé, ça donne à peu près, voilà, près de 7 milliards qu'on a dépensé pour les acquisitions sur les 20 dernières années. Si on prend toute la période ici disponible, on a à peu près dépensé près de 7 milliards. Oui, c'est ça. Près de 7 milliards. OK? 7 milliards de dépensés pour des acquisitions. Et comme vous pouvez le voir ici, elle fait des acquisitions chaque année. Donc, en fait, en réalité, son business, c'est de racheter des entreprises. OK? C'est de racheter des entreprises dans le domaine des logiciels ici. Voilà. Je vous laisse aller voir ça, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, elle va faire beaucoup d'acquisitions, donc elle achète la croissance. Dites-vous ici que c'est bien, tant que le bénéfice net par action ne fait que croître, mais également, c'est bien si le retour sur les capitaux investis est supérieur au coût du capital. Et là, on arrive sur le concept du ROIC et du WACC. Alors, le ROIC ici, le calcul est simple. On va prendre ça, Vitech. Voilà. Donc, le ROIC, je prends ceci, c'est NOPAT divisé par capital investi. NOPAT, c'est Net Operating Profit After Tax. Donc, c'est le bénéfice opérationnel avant les intérêts sur la dette, mais après les taxes. Donc, c'est une sorte de l'EBIT. C'est un peu l'EBIT, c'est Earning Before Interest and Tax. Donc, dans le calcul de l'EBIT, en fait, en réalité, le NOPAT, c'est le EBT, Earning Before Interest, d'accord, After Tax. Donc, ça sera à peu près l'EBI sans le T, on va le dire comme ça. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle le NOPAT. Et quand on fait une acquisition, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait une acquisition, je vous explique le principe. Imaginez qu'une entreprise est cotée en bourse, disons à $1. OK?
et que, enfin, prenons un chiffre simple, hein, laissons même la partie $1. Disons que vous avez une entreprise ici qui a un book value de 100. D'accord? Suivez-moi très bien. L'entreprise a un book value de 100. Elle génère à peu près, disons, $50 de bénéfices nets. OK? Vous décidez de l'acheter à combien? Disons 10 fois les bénéfices. D'accord? Suivez-moi bien. Elle a un book value de 100. D'accord? Elle génère $50 de bénéfices par an. Vous décidez de l'acheter. Disons à 10 fois les bénéfices. 10 fois les bénéfices, ça fait combien? 50 multiplié par 10, ça donne aux alentours de 500. Alors, ce qui va se passer, c'est que la compagnie qui fait l'acquisition de ce business-là va devoir enregistrer, vous savez combien en goodwill? 400. Comme je pense que c'est écart d'acquisition, je pense bien, c'est le terme qu'ils utilisent souvent. Ce qui veut dire ici que dans le book value, qui valait 100, tu as payé $400 en supplément. Donc, c'est-à-dire qu'on va gonfler ce book value maintenant, il sera plutôt ramené à 500 à cause du goodwill qui provient de l'écart d'acquisition. Ce qui veut dire, imaginez que l'entreprise, c'était, voilà, on n'avait pas de goodwill avant, on n'avait pas de book value, etc. Donc, vous allez constater que le NOPAT de cette compagnie, le calcul du rendement va avoir tendance à être un rendement impacté. Rappelez-vous l'entreprise qui avait une base 100, disons avec un book value de 10, qui avait un book value de 10 ici, qui générait $50 par an, ça faisait à peu près un calcul, un rendement aux alentours de 50%. Maintenant, quand je fais l'acquisition de ce business-là, donc quelqu'un d'autre achète ce business, il va enregistrer les $400 d'acquisition ici de différentiel liés au montant qu'on a payé en supplément du book value. Donc 400. Imaginez que, bon, on avait un book value ici de 0 moi, l'acquéreur, j'avais un book value de 0. Je me retrouve dans le bilan avec $500, OK? Et dans le $500 ici de book value, avec une entreprise qui génère $50 de bénéfices nets, ça donne un rendement de combien? 10%. Pour la même entreprise. Qu'est-ce qui a changé? L'écart d'acquisition, le fameux goodwill. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Maintenant, une entreprise, le ROIC, peut être grandement impacté par les intangibles, du fait de son calcul. Si vous regardez le calcul on va aller ici, on va prendre ça. Si vous regardez le calcul du ROIC, vous avez quelque chose qu'on appelle le Invested Capital. Invested Capital, correspond à quoi? À peu près ici, ils ont mis quoi? Le Invested Capital, laissez-moi regarder ça. Ils ont mis, voilà. Donc, Invested Capital, c'est la dette plus l'equity. Dette plus equity. Or, l'equity peut être impacté par les intangibles. Et qu'est-ce qu'on entend? Donc, généralement, le goodwill. Ce qui veut dire ici que si imaginez, si le numérateur diminue, on aura tendance ici à avoir si le dénominateur diminue, d'accord? L'arithmétique de base, si le dénominateur diminue et que le numérateur reste stable, on a une augmentation. Si le numérateur augmente, si le numérateur augmente et que le dénominateur reste au même niveau, on a également une augmentation. Si le dénominateur augmente et que le numérateur reste constant, on a une diminution. Si le dénominateur augmente et que le numérateur également augmente, on peut avoir quelque chose à peu près au même niveau. D'accord? Donc, ça va dépendre à peu près d'augmenter, de combien, etc. Mais bref, vous comprenez l'influence que le dénominateur et le numérateur peuvent avoir dans le calcul de manière générale. Parce que ici, le problème, et oui, parce qu'il y a un problème, se situe au niveau du numérateur et du dénominateur. Et là, vous allez comprendre une chose. C'est pour ça qu'il faut avoir une idée générale de comment est-ce que se comporte un bilan financier. Prenons un simple ici. Alors, je viens là. Je vais taper compte de résultat, income testament, OK. Income testament, voilà, boum. Et je viens ici. Donc, voici à peu près un compte de résultat. Ce n'est pas forcément le compte de résultat de Vitech. Ça, c'est un compte de résultat. Dans le compte de résultat, vous allez vous rendre compte que le bénéfice opérationnel se situe ici. Ça, c'est avant les intérêts et les taxes. OK? Avant les intérêts et les taxes. Vous voyez, ici, on enlève les intérêts sur la dette. Il nous reste le pré-tax income. On enlève les taxes. Et il nous reste le bénéfice net. Donc, bénéfice opérationnel, c'est ça à peu près à ce niveau. Mais avant le bénéfice opérationnel, on a déjà enlevé les salaires, la recherche et développement. Comment on appelle ça? On a également enlevé les charges non financières. D'accord? Par exemple, quand une entreprise décide ici de diminuer le goodwill, qu'est-ce qui va se passer?
elle va prendre une charge non financière. Elle n'a pas dépensé d'argent. Le goodwill dans le book value va avoir tendance à diminuer. Ce qui sous-entend qu'en réalité, si on provisionne $100 en termes de dépenses de charges non financières ici, en réalité, on fait une économie de $100 pour les impôts. Et là, j'espère que vous me suivez toujours, parce que ça va être très technique aujourd'hui. Ça va être très technique. Et vous comprenez comment est-ce que le ROIC peut être influencé. Tout simplement, le compte de résultat peut être influencé. Parce que rappelez-vous d'une chose, le numérateur du ROIC, c'est quoi? C'est le NOPAT. Le NOPAT, c'est quoi? Bénéfice opérationnel avant taxe. D'accord? Enfin, avant intérêt, après taxe. D'accord? Attention. Donc, en réalité, c'est le operating income moins les taxes. Ça nous donne le NOPAT. Or, si je prends une charge non financière au niveau des dépenses opérationnelles, ça a un impact sur le NOPAT, alors que l'argent n'a pas été dépensé. Le free cash flow va avoir tendance à être abondant, à être un peu plus élevé que le net income, justement parce que en fait, le free cash flow, on compte le cash qui est sorti, le cash qui est entré au niveau du cash flow opérationnel. C'est la raison pour laquelle on recolle tous les morceaux ensemble. Quand vous allez regarder cette compagnie, regardez ceci. Je vais prendre ici le NOPAT. Rappelez-vous, vous connaissez que le NOPAT, c'est le calcul, c'est le numérateur du ROIC, qui est lui-même ici, sur Coifin, le ROIC pour cette compagnie est aux alentours de 7,7%. Et le coût du capital, sans doute, est à peu près à ce niveau. Et sur le coût du capital, on va revenir dessus parce qu'également, tu vas comprendre une chose. Alors, ici, tu constates que le ROIC est de 7%. Si on a un coût du capital pour cette compagnie qui est aux alentours de combien? Ça, j'ai pas vérifié. Après, c'est pas plus grave que ça reste une estimation. Il paraît que le coût du capital de Vitech oscille entre 7,79 et 7,86%. Et le coût du capital de Constellation Software oscille entre 7,62 et 8,13%. Le coût du capital. Donc, Vitech a un coût du capital moins élevé que Constellation Software. Et si je vous disais que Constellation Software est moins endetté ou bien pas du tout endetté par rapport à Vitech? Comment est-ce que je peux avoir un coût du capital plus élevé alors que je n'ai pas de dette? Et vous allez revenir également au problème du WACC, qui est essentiellement son calcul. Parce que dans le calcul du WACC, il y a un élément qui prend en considération, c'est le cost of equity. Or, le cost of equity, c'est un mix ici entre, on va vous mettre des affaires qu'on appelle les bêtas, ce genre de choses. Et le bêta ici représente la volatilité du prix de l'action. Et ça vous donne ici à peu près le coût de l'equity. Donc le risque, un truc comme ça. Voilà. C'est 6%. Enfin, c'est une entreprise. Comment est-ce qu'une entreprise qui a moins de dettes peut avoir un coût d'equity plus élevé? Tout simplement parce que le bêta, dans ce calcul-ci, est très élevé. Et le bêta représente quoi? Le risque. Or, déjà, rappelez-vous d'une chose, le risque, c'est la perte permanente du capital. Ça n'a rien à voir avec les bêtas, les lambda et tout le reste. Ça, c'était quelque chose qu'il fallait théoriser pour les mathématiques. Donc, pour à peu près donner, voilà, c'est un concept mathématique au risque. Or, ce n'est pas parce que l'action d'Amazon est volatile que l'entreprise Amazon est risquée. Non. OK? Donc, ça, c'est mon problème avec le WACC. Cet élément-ci. Et donc, vous voyez que moi, je n'utilise pas le WACC avec le cost of equity. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je prends si vous avez une dette moyenne, la dette, si vous avez des intérêts sur la dette d'une moyenne ici de 5%, pour moi, ça sera votre cost of equity, ça sera votre WACC. Ça sera le WACC que je vais utiliser. Donc, je ne vais pas rajouter le cost of equity dessus et tout le reste. Non. Moi, mon WACC, je prends toujours un proxy avec les obligations. Non. Je prends un proxy avec la dette, les intérêts sur la dette les intérêts moyens par rapport à la dette que l'entreprise a. Et si l'entreprise n'a pas de dette, je vais juste me limiter au taux d'intérêt sans risque qui peut être le 10 ans, soit américain, soit français, dépendamment de là où l'entreprise exerce de manière générale la majorité. Ça également, c'est un concept sur lequel on pourrait revenir. Donc, vous comprenez que le WACC a un problème. Parce que si on compare comment est-ce qu'une entreprise... Et ça veut dire qu'une entreprise qui n'a pas de dette est peut-être théoriquement plus risquée qu'une entreprise qui a de la dette qui est rentable. Hein. Les deux font la même chose, etc. Ça n'a pas de sens. Donc, on élimine déjà le WACC à ce niveau. Donc, tu peux voir ici que la comparaison par rapport au WACC, déjà, c'est questionnable. OK?
c'est que si on a par exemple ici un coût de la dette de 4,97% pour CSU, 4,97% le coût de la dette, alors que Vitech a un coût de la dette de combien? Est-ce qu'ils donnent l'information ici? Bon, ils n'ont pas donné l'information ici, donc techniquement, j'aurais pris ici 4,97% pour le coût de la dette de cette compagnie. Et encore, elle n'est même pas très endettée, elle a du cash net. Elle a de la dette, mais en réalité, quand vous prenez le cash moins la dette, elle peut repayer la dette jusqu'à il reste encore de l'argent. Donc, elle n'est même pas endettée. En réalité. OK? Donc maintenant, il faut toujours savoir vous devez ajuster vos WACC. D'abord, il faut toujours les ajuster. Donc, il ne faut pas juste prendre les informations que vous allez prendre sur Google Focus ou bien sur je ne sais pas quel autre site ici et vous dire que non, c'est ça, c'est parole d'évangile, c'est la vérité. Non. Toujours ajuster. C'est pour ça que le plus important, c'est déjà de connaître le calcul pour connaître à peu près quelles sont les erreurs à ne pas faire. OK? Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, le bootcamp est ouvert pour le mois d'avril. Prenez vos places maintenant. Je dis bien maintenant, n'attendez pas la dernière minute. OK? Si vous avez 30 jours devant vous, vous voulez faire du stock picking sérieusement, on a 8 séances. Ces 8 séances, c'est un accompagnement pour bâtir une thèse d'investissement. La première cohorte a déjà terminé. Eux, ils ont commencé au mois de février ici. Donc, actuellement, on prend un mois de pause. Ensuite, on relance au mois d'avril. Donc, entrez maintenant. Si le lien fonctionne, ça veut dire qu'il y a encore de la place. S'il ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de place. Pour le mois d'avril, en tout cas. OK? Donc, fermons la parenthèse ici. Donc, vous voyez que le WACC est problématique. Le ROIC également est problématique. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que le ROIC est problématique. Comme j'avais tout à l'heure, j'avais mentionné ici que le NOPAT, s'il y a une charge non financière, ça peut impacter le NOPAT. Surtout si la charge non financière intervient où? Au niveau des dépenses opérationnelles. Or, regardez ceci. Cette compagnie, ça c'est le NOPAT. Je vous montre ici les free cash flow de cette compagnie. OK? Je rappelle que ça, c'est le bénéfice opérationnel avant les intérêts sur la dette, après les taxes. Donc, c'est même pas encore le bénéfice net. Donc, on n'a pas encore enlevé les intérêts sur la dette dessus. Et comment se fait-il que le free cash flow soit presque 2 fois plus élevé que le NOPAT? Et là, vous commencez à voir le problème, n'est-ce pas? Pourquoi prendre le NOPAT en numérateur alors qu'on peut prendre le free cash flow? C'est ce qu'on appelle, et j'ai répondu à cette question ici. J'avais un excellent débat ici avec, j'ai oublié, je vais me rappeler de son nom ici, donnez-moi, voilà, avec Mika. Donc la réponse à cette vidéo, vous allez, pour rentrer en profondeur, prenez également la réponse que j'ai donnée à Mika. On a comparé, on s'est amusé à parler de Salesforce, etc. Mais on a parlé du cash ROIC, qui selon moi est la bonne métrique pour apprécier le rendement des capitaux investis de Vitech. Et non le ROIC. Et vous allez voir, je vous montre juste le calcul quand je prends en numérateur. Vous connaissez le calcul, la formule du ROIC, n'est-ce pas? NOPAT divisé par Invested Capital. Donc, Invested Capital ici, vous pouvez retrouver cette métrique-là, oui, il y a tout. Quand il finit, il y a tout dessus, les amis. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas plus souvent. En tout cas, quand il finit, c'est mon go-to. On a 7,6 milliards d'Invested Capital. Et rappelez-vous que j'ai déjà un problème avec le Invested Capital parce qu'il peut être influencé par les intangibles. Quand vous regardez le total des intangibles ici, sur cette compagnie, il est de près de 8 milliards. Donc en fait, si j'enlève les intangibles, je vais avoir un ROIC bien plus élevé que ça parce que le numérateur va diminuer. Bon, je vous dis dans quelle mesure il faut enlever et ne pas enlever l'intangible. Donc, pour revenir ici à cette compagnie, admettons qu'au lieu de prendre le NOPAT, je prends plutôt le Invested Capital pour faire le calcul. Donc, mon numérateur, au lieu d'être le NOPAT, devient plutôt le Free Cash Flow. Je prends 1 milliard divisé par le Invested Capital qui est de 7 milliards 620. Le rendement est de 13%. Et là, ça change subitement, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir un ROIC de 7%, comme on l'a mentionné tantôt, et là, quand on ajuste avec le cash ROIC, on se retrouve avec 13%, qui est nettement supérieur au coût du capital, sur lequel on peut même dire qu'on a également un problème. On a également un problème. Même si on le laisse comme ça, vous remarquez que, en fait, le narratif change. Donc, le cash ROIC est intéressant à aller regarder. Je ne suis pas inquiet de te dire ici que non, il faut négliger le ROIC classique. En fait, ça va te permettre de faire une chose, et j'ai répondu à ça ici. Il y a 2 formes de ROIC. Il y a un ROIC qui va mesurer ici l'efficacité avec laquelle le management ici alloue le capital de manière générale. Parce que s'ils font des acquisitions et que ces acquisitions-là s'ils font des acquisitions et que ces acquisitions-là sont faites avec voilà,
un ROIC inférieur à 10%, ça a un impact. Parce que ça vous juge à peu près la capacité du management, ça fait des acquisitions ici qui permettent de créer de la valeur. Mais attention, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en réalité, on sait qu'une entreprise qui fait des acquisitions va avoir tendance à être impactée négativement au niveau du book value, notamment pour l'élément lié au différentiel d'acquisition. OK? Et donc, on doit voir les choses également sous un autre prisme. Donc, on peut utiliser les deux métriques, mais il faut savoir quand utiliser qui et pourquoi. OK? Je vous recommande, même si vous ne voulez pas vous casser la tête avec tout ça, prenez le cash ROIC. Surtout quand vous remarquez qu'une entreprise fait des acquisitions, prenez le cash ROIC. N'enlevez pas le goodwill. Laissez-le comme ça et vous voyez littéralement ici que cette compagnie crée de la valeur. Parce que son ROIC est plus élevé que le coût du capital. Ça ne veut pas dire ici qu'elle a un avantage concurrentiel. Un ROIC élevé peut être synonyme d'avantage concurrentiel également. Et donc, pour ça, l'avantage concurrentiel, on va d'abord déterminer c'est quoi, le nom. Ensuite, on va regarder quoi, les métriques qui permettent de penser qu'on en a un. Par exemple, la marge brute doit être constamment stable, sinon croissante. La marge EBITDA, même chanson. La marge des free cash flow, même chanson. Quand vous remarquez une entreprise qui a des marges brutes de plus en plus élevées, je n'ai pas donné un chiffre exact, dites-vous qu'il y a de fortes chances qu'elle ait quelque chose d'extraordinaire. OK? Donc, prochainement, quand vous allez prendre le ROIC, vous allez le comparer au WACC, demande-toi toujours, est-ce que ce ROIC, il est bon? Est-ce qu'il n'y a pas des ajustements à faire? N'utilisez pas juste le ROIC comme ça. C'est la raison pour laquelle je ne l'utilise pas dans mes vidéos. Je n'ai pas envie de vous encombrer l'esprit avec. C'est important, mais ce n'est pas à cause de ça que vous allez faire de bonnes performances demain. Parce que je connais des entreprises qui ont des ROIC inférieurs à 10% qui sont extraordinaires et des entreprises qui ont des ROIC supérieurs à 10%, bon, qui parfois peuvent être questionnables. OK? Donc, ce n'est jamais blanc ou noir. Non. Il faut toujours se demander pourquoi. C'est pour ça que le questionnement est important. Donc, dans le cadre de Vitech, pour résumer tout ceci, c'est le cash ROIC qu'il faut regarder. OK? C'est le cash ROIC qu'il faut regarder. Cash ROIC, c'est simple. Tu prends le free cash flow à la place du NOPAT en numérateur. Donc, tu changes le numérateur. Ça donne une meilleure information par rapport à la rentabilité des capitaux investis dans le business. Oui, parce que quand on parle de rentabilité, on parle de free cash flow, n'est-ce pas? Pour le NOPAT, on sait pourquoi est-ce qu'il peut être influencé négativement. Donc, ça vaut la même chose pour d'autres entreprises. Donc, en réalité, c'est même une métrique qu'on devrait même avoir. Donc, toujours se dire que le ROIC, attention, il peut être manipulé. Et vous savez que j'aime bien utiliser le ROIC version Joël Greenblatt. N'est-ce pas? Donc, voir un ROIC de X ne vous permet pas de tirer des conclusions. Il faut parfois ajuster les choses. D'accord? En tout cas, ça, c'est la petite nuance ou bien le petit commentaire que je pourrais avoir aujourd'hui par rapport au ROIC et par rapport au WACC. C'est intéressant à regarder, c'est bien, mais il faut savoir que ces métriques-là peuvent être manipulées. Enfin, quand je dis manipulées, ne représentent peut-être pas la véritable rentabilité du business. Parce que parfois, les entreprises peuvent avoir des ROIC très élevés, d'accord? Comme une entreprise comme Winmark, celle-ci. Personne n'en parle, je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie. Je ne sais pas quelle compagnie a des ROIC plus élevés que celle-ci. Vous voulez voir? Boum. Elle a un ROIC de combien? Elle a un ROIC de 186%. Oui. Et pas pendant une année, hein. Plusieurs années. Ça fait, depuis 2021, c'est plus de 100%. Tout simplement parce que sa base, son invested capital en average, il est plutôt rikiki. OK? On parle de près de 23 millions de capitaux investis. 23 millions. Pour une génération de cash flow de combien? Et je me base sur le NOPAT. Sur un NOPAT de combien? Un NOPAT de 43 millions. Et si je prends les free cash flow, peut-être que la chanson peut être différente. On a c'est sensiblement mais la même chose. Donc, le NOPAT représente mais la bonne rentabilité ici. Donc, c'est très, très élevé. On aime ça. Et donc, quand vous allez voir ici, quand vous allez ajuster, etc., ça sera peut-être même légèrement plus élevé parce qu'ici, on a 44.7 alors qu'on utilise comme numérateur 43.11. Donc, si je prends maintenant 44.7, j'aurai un ROIC bien plus élevé que ce qui est mentionné ici. Donc, il faut toujours faire des ajustements. Et quand on parle d'une entreprise qui fait des acquisitions, il faut regarder le cash return. Et à partir des free cash flow.
D'accord? J'espère que vous avez compris. Je ne cherche pas à avoir... je me réserve également le droit de me tromper. Ne l'oubliez pas, les amis. Donc, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos ici. N'oubliez pas, rejoignez le bootcamp maintenant. D'accord? Ou bien, prenez la bibliothèque de Prom pour accélérer vos analyses. Ce qu'on vient de faire ici, c'est une bonne information, mais quand vous pratiquez encore et encore, voilà des nuances qu'on va parfois apporter dans les différents bootcamps qu'on peut avoir parce que c'est un accompagnement. OK? Et donc, continuez à me poser des questions techniques ici, au niveau du school. Le school, ici, c'est pour les gens qui ont des questions. Si vous n'avez pas de questions, les amis, je ne pourrai pas vous aider. Donc, posez-moi les bonnes questions. Posez-moi des questions qui vous permettent de pouvoir monter en compétences. Moi, je ne donne pas de tips ni quoi que ce soit. Je ne promets rien du tout. D'accord? Tu as une question? J'essaie d'y répondre du mieux possible. Et par rapport à la vidéo que je fais ici aujourd'hui sur Vitech, pour répondre aux commentaires ici de Romain, n'oubliez pas de compléter avec le commentaire de Mika. Prenez toute la discussion qu'on a eue ici. On n'est pas forcément d'accord, lui et moi, mais je pense qu'on s'est compris. Et je pourrais revenir sur un concept bien spécifique qui est celui d'avoir ici un BFR négatif. Je lui ai dit que le BFR négatif peut être un avantage concurrentiel, un avantage énorme pour certaines entreprises. Oui. Ah oui. Dans la grande distribution, si vous remarquez que l'entreprise a un BFR négatif, c'est une bonne chose. C'est une preuve d'avantage concurrentiel. En gros, c'est quoi? Je me finance, ce sont mes fournisseurs qui me financent. C'est de l'argent gratuit. Bref, on va revenir sur ce concept un jour. Donc, on se donne rendez-vous ici sur les prochains sujets ici. Pour le reste ici, portez-vous bien. Merci, au revoir.